Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans votre programme Africa Première, votre rendez-vous du vendredi soir qui met en lumière toutes les initiatives panafricaines. Je suis Gladys Mignon et c'est pour moi une joie, un réel plaisir de vous retrouver chaque vendredi soir sur C-Direct pour vous partager et vous démontrer les différentes pépites que regorge en tout cas le continent africain et sa diaspora. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque et je vais commencer avec mon premier invité, Monsieur Guy Inchot, qui est alors moi je l'appelle Monsieur le directeur, vous comprendrez, et vous comprendrez pourquoi. On va vraiment parler aujourd'hui d'éducation, de formation, parce que c'est vraiment des sujets qui sont très très importants pour construire la jeunesse et surtout l'avenir de demain. Oui. Donc, Guy Inchot, qui est le directeur de Code Business School. Bienvenue à toi. Merci beaucoup, Gladys. Alors, avant de commencer, déjà, comment tu vas et dans quel état d'esprit tu es? Mais je vais très bien. Attends, on est sur Africa Première, émission, c'est vraiment top. Je suis ravi d'être avec toi. En tout cas, merci. Vous voyez là le smile et on sent qu'on va en tout cas bien partager et bien discuter. Alors, Guy Inchot, donc tu es à la tête de cette école Code Business School, mais avant ça, il y a des gens qui nous suivent ce soir, oui, qui eux ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qui est réellement Guy Inchot? Guy Inchot, c'est un rêveur qui tente de changer le monde à sa façon et notamment à travers l'éducation. Mon rôle, il est très simple. Ouais. Il y a des inégalités sociales, il y a des difficultés et moi, mon métier, c'est d'aider les personnes qui souhaitent se créer un avenir et de l'espérance à le faire à travers mes initiatives de l'éducation. Que ce soit dans mon passé de responsable ressources humaines ou à travers les activités extrascolaires que j'ai pu mener. Aujourd'hui, avec l'enseignement supérieur, ce que je cherche à faire, c'est délivrer des diplômes qui permettront à ceux qui le souhaitent de se développer, de se créer des opportunités et de saisir leurs chances pour réussir leur vie telle qu'ils l'entendent. D'accord. Alors, tu as mentionné un petit peu ton parcours dans les RH, ça me parle aussi personnellement. Okay. On sait que dans ce domaine-là, outre le fait de recruter les personnes, il y a aussi toute la partie accompagnement, dans la gestion de carrière, etc. Ça se lie un petit peu aussi avec ton projet Code Business School. Quel a été le constat que tu as fait par rapport justement à la formation, à l'éducation, notamment dans notre communauté africaine? Des manques et des lacunes. Les populations issues de la diversité sont pour la écrasante majorité d'entre elles dans des territoires sur lesquels ils n'ont pas accès à un savoir qui leur permet toujours de s'en sortir, d'obtenir les codes nécessaires pour ouvrir les portes qu'on a envie d'ouvrir parfois pour entreprendre sa vie. Cette difficulté-là, elle est majeure parce qu'on est dans une reproduction sociale sans fin. Mon papa était ceci, je reproduis cela. Ce que j'ai vu de cool au quartier, je le reproduis aujourd'hui. Et donc, l'émancipation, la sortie du statu quo, elle est parfois difficile pour les populations dites immigrées. Certains d'entre nous sortent de ce lot-là et trouvent le moyen, la force et les ressources de puiser en elles de l'énergie pour étudier sur leur territoire d'origine, s'émanciper de ce territoire, donc faire appel à ce qu'on appelle de la mobilité sociale. Mais la mobilité sociale, c'est toujours pareil. C'est toujours du quartier ou du milieu rural vers les centres de pouvoir et de savoir. Jamais au sein de son environnement de naissance, ou en tout cas dans son habitat. Et ça, c'est une grosse difficulté qu'on remarque parce que ce manque de mixité, ce défaut de mobilité sociale, ou cette difficulté tout simplement à s'émanciper des carcans dans lesquels nous sommes, conduit des populations entières à s'appauvrir, à reproduire socialement les mêmes erreurs ou en tout cas les mêmes difficultés sans jamais trouver de solution pour s'en émanciper. Et ça, malheureusement, quand on n'a pas eu la grâce de pouvoir changer d'environnement, de saisir certains codes, d'avoir de la chance et de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre, on se retrouve dans cette difficulté de reproduction, oui. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel toutes les populations immigrées, de manière générale, se retrouvent confrontées. D'accord. Est-ce que toi, dans ton parcours scolaire, d'accord, dans ton parcours d'éducation, de formation, est-ce que toi aussi, tu as été confronté à des fois ce sujet d'inégalité, cette accession à certaines formations, même des discriminations, on va dire, parce que, soyons honnêtes, par moment, quand on est issu d'une certaine zone géographique ou de certaines origines, on se retrouve avec des portes qui sont fermées. Les territoires sont totalement inégaux. Les territoires sont totalement inégaux et je m'en suis rendu compte. Mes parents ont fait un travail même pas un travail. Mes parents ont fait des sacrifices absolument exceptionnels
pour que mes frères et moi, nous nous en sortions dans la vie. Ils ont déjà quitté leur pays d'origine, avec toutes les difficultés, tous les chocs que ça comporte. Mais une fois qu'ils sont arrivés là où ils ont habité et là où ils nous ont élevés, on a quitté le quartier par 2 fois. Ils ont décidé de s'émanciper et de construire leur maison. C'était un sujet de grande fierté dans un petit village à côté du quartier. Et puis ensuite, ils sont partis carrément en Champagne-Ardenne. Donc on a quitté l'Île-de-France pour nous retrouver dans un habitat sur lequel on n'avait aucune prise sur le territoire. Sur 120 habitants dans le tout petit village dans lequel on habitait, il y avait une famille issue de l'immigration, c'était la nôtre. D'accord. Et donc tous ces chocs-là, mes parents les ont pris à bras-le-corps et ont décidé de se sacrifier pour nous permettre de nous rendre compte des difficultés dans lesquelles on était. Quand j'étais au quartier, ne pas avoir de professeur, pour moi, c'était cool. J'étais content, on n'avait pas de prof, on pouvait jouer, on pouvait s'amuser. Un enfant qui est tranquille, il est juste content. Et puis quand on a déménagé, c'était l'année de mon baccalauréat. À 16 ans, je me retrouve en Champagne-Ardenne, dans un lycée que je ne connais pas, avec des codes et des personnes que je ne connais pas, et avec des lacunes sur le programme absolument effroyables. D'accord. J'avais pas eu de mathématiques pendant au moins 6 mois quand j'étais en première, et donc quand j'arrive en terminale, mais j'ai des lacunes terribles. Je sais pas compter en vrai. Je connais pas bien. T'es largué en fait. Je suis largué sur toutes les matières du programme. Dieu merci, j'avais des personnes avec moi qui étaient absolument exceptionnelles, qui m'ont permis de rattraper mon retard. Mais sans ça, sans les élèves qui m'ont pris, qui m'ont aidé à rattraper mon retard, j'avais pas mon bac. Et là, je me suis rendu compte, en fait, d'un territoire à l'autre, on n'est pas égaux. Il y a des inégalités. On peut dire qu'il y a des inégalités même en termes de qualité. De formation. De conscience. Tu vois, là-bas, le professeur, il est absent, c'est inadmissible qu'il le soit. Ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui le remplace. Que ce soit une absence momentanée, imprévue, de longue durée, peu importe le type d'absence, il est remplacé dans l'illico. Tu peux pas rester sans prof. C'est pas concevable pour eux. Là où j'étais, t'as pas de prof, t'as pas de prof. Et je me retrouve un petit peu dans ton cas de figure, t'as pas de prof, t'es content, tu vas profiter avec tes amis, tu vas chiller, alors que non. En fait, non, tu es en train de te créer des lacunes. Et pendant que nous, on est dans la distraction, en train de s'amuser, croyant que c'est top, en fait, j'ai pas de prof, c'est cool, je vais pouvoir chiller avec mes potes. Non! T'es en train de te créer un véritable déficit parce que t'as un diplôme à la fin de l'année, t'as un examen à passer et concrètement, tu te mets en difficulté. Si t'as pas cette intelligence, cette rigueur, cette maturité pour, le prof, il est pas là, je vais réviser moi-même. On va dire ça au guide il y a 20 ans. C'est pas possible, tu vois. Et cette difficulté-là, elle est réelle. Elle est réelle. Ouais. Et aujourd'hui, depuis ton expérience jusqu'à la création de ton école, on va y revenir. Est-ce que tu constates un changement à la fois dans la mentalité de la jeunesse, avec tout ce qui arrive, On a aujourd'hui, on a l'accessibilité des informations via Internet, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement positif ou négatif vis-à-vis de l'acquisition de la connaissance? Le problème avec les inégalités de savoir et les inégalités sociales, c'est qu'elles creusent en fait la population. Il y a les extrêmement dotés, intelligents, matures, rigoureux, conscients, concernés. Et puis il y a les extrêmement non dotés, ceux qui sont absolument pas concernés, qui sont pas rigoureux, qui manquent de rigueur, qui manquent d'absolument tout. Et dans la jeunesse, tu le vois. Tu vas voir des jeunes de 18 ans qui ont déjà créé 3 boîtes. Et puis tu vas voir d'autres jeunes de 18 ans qui sont carrément en échec scolaire. Les mêmes jeunes qui vont utiliser les mêmes réseaux sociaux pour se développer, lancer une activité entrepreneuriale, limite, ils n'ont rien à apprendre à l'école. Et puis les mêmes jeunes qui, eux, vont prendre les mêmes réseaux sociaux pour chiller, se divertir, faire tout et n'importe quoi. Donc chacun aura des types d'intelligence complètement diverses. Et au milieu, tu as un espèce de vaste classe moyenne, mais qui ne se retrouve dans aucun de ces extrêmes. Et cette difficulté-là, elle est réelle. Dans mes classes, j'ai à la fois des personnes hyper avancées. Tu te dis, mais waouh, c'est incroyable. Eux, il va falloir les alimenter, il va falloir les responsabiliser, il va falloir faire un travail de montée en compétences beaucoup plus rapide. Et puis, tu as ceux qui ont de véritables lacunes où il faut reprendre même les bases. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont énormément de grâce, ont énormément de chance parce qu'ils ont plein d'outils à leur disposition qu'ils maîtrisent quasi à la perfection. Et puis aussi, ils ont des parents comme nous. Ça veut dire qu'ils ont des parents qui sont conscients des difficultés dans lesquelles ils ont eux-mêmes été et qui veulent absolument pas que ça se reproduise sur leurs enfants. Donc là où moi, je m'investis dans l'éducation aujourd'hui, j'arrive à une heure bénie parce que non seulement il y a un réveil du côté des nouveaux parents que nous sommes, mais en plus de ça, il y a des jeunes qui ont faim, qui en veulent et qui cherchent
une seule chose, c'est se construire un avenir et de l'espérance, s'en sortir dans la vie, entreprendre leur destin à leur façon. Et ça fait qu'on est dans un carrefour, on est à un timing, mais qui permet l'essor de toutes ces initiatives de l'éducation qui pullulent en ce moment, et notamment les établissements d'enseignement supérieur comme le nôtre, Code Business School, qui permet d'apporter une véritable solution disruptive et game changer à ces jeunes issus de tous bords au final. Parce que nous, on a pris le parti de s'installer dans les milieux dans lesquels il y a une inégalité sociale et de savoir qui est marquée. Mais tu te rends compte que les gens ont envie de s'en sortir, sont prêts à le faire, sont prêts à changer leurs conditions, ainsi que celles de leurs proches. Et c'est là où nous, on entre en jeu et c'est juste merveilleux. Alors, on va revenir sur cette notion même du Code Business School. Mais avant, je continue sur ton parcours. Je sais que très vite, tu as aussi monté déjà un premier projet. Oui. Si tu peux nous en parler très brièvement. Le projet où, en fait, tu veux inscrire dans la mentalité de la jeunesse ce leadership. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement? Parce que c'est vrai que pour moi, en fait, te connaissant un petit peu et en voyant ce que tu fais, c'était un point très, très important. Et est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. On a souvent tendance, en tant qu'adulte, à penser qu'un enfant ne peut pas faire certaines choses. Ouais. Les parents, c'est faux. Mais qui t'a dit ça? Faux. Mais c'est faux. C'est faux, je suis désolé, mais c'est faux. Dis-nous tout, ouais. Non, nos jeunes, nos enfants, mais sont merveilleux. Ouais. C'est un logiciel. Nos enfants, c'est l'intelligence artificielle. Si on doit le comparer. Si tu dois comparer l'intelligence d'un enfant à ce que tu maîtrises aujourd'hui, ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que nos enfants apprennent, s'alimentent, se développent en fonction de ce que tu leur donnes. Ouais. Or, le potentiel d'apprentissage d'un enfant est quasi illimité. De ses 3 à ses 9 ans, le potentiel d'un enfant est quasiment illimité. Pourquoi les enfants, ils parlent plusieurs langues? Pourquoi on dit que c'est plus facile pour un enfant d'apprendre plusieurs langues? Pourquoi on dit que c'est plus facile pour un enfant d'apprendre ceci ou d'apprendre cela? En réalité, tout ce que tu montres à ton enfant dans l'enfance, c'est potentiellement ce n'est que la préfiguration de ce qu'il peut devenir étant plus grand. D'accord. Tu veux un enfant peureux? Aie peur à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose. Tu veux un enfant qui manque d'audace? Couvre-le à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Or, tu veux un enfant qui se développe, qui a peur de rien, qui y va, qui fait preuve de leadership. Les enfants qui bavardent, souvent on a tendance à dire « Oh, tu bavardes, c'est pas bien ». Ouais. Ces enfants-là deviennent des animateurs d'émissions. Ces enfants deviennent... J'ai l'impression de le voir quand tu parles. Ces enfants... Non, mais tu vois, ces enfants, en fait, débordent de créativité. Ils rentrent pas dans un moule où on va t'apprendre uniquement à exécuter une tâche. Non. En fait, c'est des enfants qui veulent savoir comment on fait faire une exécution de tâche à quelqu'un. D'accord. Et quand tu regardes le profil de tous ceux qui créent quelque chose, malheureusement, ils ne rentraient pas dans le moule habituel et ils ont développé leur propre réalité. Et ça, c'est merveilleux parce que quand tu le cadres en tant que parent, tu permets à ton enfant d'apprendre tout de suite ses forces. Et moi, ce que je faisais à l'époque sur cette activité extrascolaire, c'était que j'apprenais aux enfants à développer leur propre leadership. Que tu aies un leadership expansif, c'est-à-dire qui est marqué, qui se remarque, qui se développe, qui est exprimé. Ou que tu aies un leadership plus introverti, tu as le potentiel d'exprimer, de réaliser ce que tu souhaites faire. Et c'est ça que je veux apprendre, qu'on apprend aux enfants le plus tôt possible à travers les activités que je mène. C'est important pour toi aussi aujourd'hui, du côté des parents, de prendre conscience. Bien sûr. De former. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu veux, en tant que parent, on reste formaté sur tu vas apprendre ce qui est à l'école. Non, c'est ça c'est une erreur. Sans pour autant, par exemple, apprendre à un enfant à véritablement avoir confiance en lui, à être leader, et même d'aller sur d'autres ambitions. Ça me fait faire le pont sur ce que je faisais quand j'étais RH. Le mal d'un être humain, c'est son manque de confiance et de son manque d'estime. Quelqu'un qui ne s'estime pas, qui a un problème d'amour, qui a toujours besoin d'être validé par les autres, d'être bien avec les autres. Quelqu'un qui a toujours besoin que le regard d'autrui lui soit favorable. Quelqu'un qui a toujours besoin de validation de la part d'autrui. Tout ça, là, c'est pas bon. Ouais. C'est ce qui fait que les êtres humains ne se construisent pas. C'est ce qui fait que certains êtres humains ne prennent même pas la parole. Comment c'est possible que la prise de parole soit la deuxième plus grande peur au monde après la mort? Parler? Comment c'est possible? C'est grave. T'as une bouche, elle est faite pour ça. Comment c'est possible que t'as peur de parler? Oui, mais les gens, tu comprends? Est-ce que je vais dire bien? Est-ce que ceci? C'est parce que dès l'enfance,
On les a conditionnés. On t'a conditionné à craindre et à être validé par ce que autrui va dire. Quand on demande à quelqu'un s'il est ceci ou s'il est cela, il dit « je peux pas répondre, je dois demander aux autres ce qu'ils en pensent ». Mais si c'est quelqu'un d'autre qui te valide à chaque fois, qui te confirme à chaque fois, qui te définit à chaque fois, à quel moment toi-même tu te nommes? À quel moment tu dis quelque chose de toi? Quelle est ton identité? Dans l'œil de celui qui te regarde. C'est plus possible. Et donc, c'est ça qui fait que je m'inscris et que je m'investis énormément dans la jeunesse, parce que en tant qu'adulte, on a des lacunes qui sont énormes. Et on a des coups bas parfois, des trahisons, des difficultés qui sont grandes, surtout quand on entreprend. Et si tu n'as pas une idée claire de qui tu es, de ce que tu fais et de ce que tu veux obtenir, tu laisseras toujours les autres te définir et ça ne sera jamais bon et tu n'iras jamais nulle part. Et c'est ça qu'on développe comme mindset, que ce soit dans mes activités extrascolaires ou que ce soit dans mes activités d'enseignement supérieur. D'accord. En tout cas, c'est très, très formateur, même pour les parents qui nous suivent, en tout cas, de penser à ce point-là. Parce que sans souvent, les parents, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Dans l'éducation, j'aime dire que c'est un triptyque. Il y a l'enfant sur lequel tout le monde se concentre. Bien sûr. L'institution apprenante, quelle qu'elle soit, que ce soit une activité extrascolaire, que ce soit une école. Mais le parent, c'est son premier travail. L'enfant voit au quotidien son parent. Ouais. C'est le parent qui développe. C'est le parent qui est là au quotidien avec l'enfant, qui lui inculque les mœurs, les valeurs, les réflexes, etc., etc. Donc, sans les parents, l'éducation est caduque. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants que moi j'accompagne, de jeunes que j'accompagne, qui souffrent littéralement du fait qu'ils apprennent des choses à l'extérieur, mais ils apprennent aussi des choses complètement différentes à l'intérieur et qui va parfois aux antipodes, qui vient casser et non pas accompagner, qui n'ont pas développé ce que l'enfant voit dans son quotidien, et ça, c'est dangereux. Tu as accompagné combien de jeunes comme ça? Alors est-ce que tu sais à peu près? 1 millier, je sais pas. Ouais, je sais pas. Entre mes interventions dans les écoles, dans les collèges, les ateliers. Ah ouais, tu me poses une colle là. Ouais, au moins 1 millier, je pense. Ouais, au moins 1 millier. Ouais. Bon, on te souhaite encore de continuer comme ça. Parce que oui, il en faut plein d'autres. Il en faut plein d'autres. Exactement. Parlons du Code Business School. Alors, j'aime bien ce que tu dis. C'est, je sais combien s'insérer dans la vie active est parfois difficile lorsque l'on manque de code et à quel point se démarquer favorise notre employabilité. C'est pour cela que notre vocation avec Code Business School est d'offrir une expérience éducative 360 permettant à nos étudiants de progresser dans leur vie de manière globale. Waouh! Oui. J'avais oublié que j'avais dit tout ça. Tu as dit tout ça? Ouais, j'ai dit ça. Ouais, c'est top. Mais du coup, c'est quoi ta question? Alors, du coup, comment est née cette idée du Code Business School? Comme moi, j'ai grandi dans la douleur. Ouais. Chaque enseignement que j'ai eu dans la vie, c'est une gifle de la vie. D'accord. Et chaque code qui m'a manqué dans mes expériences professionnelles pour progresser, chaque chose qui m'a manqué, je l'ai appris dans la douleur. Et donc, Code Business School, c'est pas une école de codage, c'est une école où on veut apprendre les codes de la réussite pour tous. Et donc, inculquer ces savoirs, tu vois, c'est fin, on ne le dit pas. C'est des choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas. Et il n'y a pas de nomenclature là-dessus sur les codes. Eh bien, comment les inculquer? Comment donner les codes de la réussite à tous les jeunes pour éviter qu'ils se cognent la tête à chaque fois qu'ils veulent apprendre quelque chose, mais qu'ils le sachent et qu'ils l'aient appris à travers une structure qui le leur permet. Il ne s'agit pas seulement de donner l'enseignement classique. Aujourd'hui, je délivre des BTS, je délivre des bachelors. Il ne s'agit pas, donc des Bac plus 3, il ne s'agit pas uniquement de suivre le programme que j'ai à délivrer. Il faut apporter de l'expérience. Et cette expérience, si on ne prend pas en compte la dimension éthique, inclusive et multiculturelle des étudiants, on ne leur apprend rien. On n'est pas tous les mêmes. On est tous différents. Le problème, c'est que dans un programme, on aime apprendre aux gens les choses comme s'ils étaient uniformes. Ouais. C'est une aberration. Je viens d'un endroit, tu viens d'un autre endroit. On a beau partager plein de points communs comme la couleur de peau. On est différents. C'est ça. Ne serait-ce que parce que tu es une femme, je suis un homme. Ne serait-ce que parce que on ne voit pas la vie de la même manière. Bien sûr. On a plein de choses à prendre en compte quand on veut élever un enfant. Et c'est pour ça que moi, dans mes classes, jamais tu me verras avec une classe de 30. T'as pas le temps de discuter avec 30 enfants. C'est pas possible. Tu peux pas les suivre, tu peux pas les connaître, tu peux pas savoir où ils en sont, tu peux pas faire du personnalisé. C'est impossible. C'est pour ça que dans mes classes,
on essaie de ne pas dépasser le 20. D'accord. Il y a des soucis de rentabilité, mais on essaie de ne pas dépasser le 20 personnes, le 20 apprenants. Parce qu'il est important de prendre en compte la dimension multiculturelle. Quand tu vas apprendre à quelqu'un à s'intégrer dans une société, mais il y a plein de choses. Tu vois, on va lancer, et là c'est un peu une exclue, on va lancer un CAP, métier de la coiffure, avec une prédominance, c'est qu'on va le spécialiser sur le cheveu texturé. D'accord. Donc on va être multi-texture. Aujourd'hui, il y a des sujets. Il y a certaines femmes qui, parce qu'elles ont telle ou telle texture de cheveux, se cachent, changent de coiffure, font attention à telle ou telle chose parce qu'elles ne veulent pas se créer de la charge raciale. Elles veulent accommoder la personne qui est en face d'elles pour s'assurer d'avoir un poste ou gravir les échelons. C'est une aberration pour moi. Ça veut dire que dans ton apprentissage, on n'a pas pris en compte ta dimension multiculturelle, multiethnique. Ton identité. Ton identité. Et qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment naviguer autrement qu'en cachant celle-ci. C'est tellement choquant, c'est tellement violent. Donc, on est en train de travailler sur plein de choses qui permettront à nos jeunes, on l'espère, on verra quand ils auront leur diplôme et qu'ils s'inséreront professionnellement dans leur vie. C'est là où on verra les résultats de ce qu'on fait. Mais on espère que ce qu'on propose leur permettront une insertion plus affirmée. D'accord. Alors aujourd'hui, les formations que tu proposes, outre le projet qui va arriver, je pense qu'il va plaire à beaucoup de personnes. J'espère. En tout cas, c'est un vrai sujet d'actualité, surtout sur une formation diplômante. Sur comment traiter les cheveux texturés. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, quelles sont les formations que propose l'école? L'ADN de Code Business School, il est sur 2 branches, la branche RH et la branche commerce. D'accord. On va renforcer énormément la branche commerce à partir de l'année prochaine, puisque l'année prochaine, on lance un bachelor dédié au commerce, négociation, mais aussi à l'entrepreneuriat. Le bachelor responsable du développement commercial, option entrepreneuriat. Ce bachelor-là va nous donner la possibilité de nous marquer dans l'entrepreneuriat dit à impact. Ce qu'on veut, et c'est là aussi où on veut changer la narrative, c'est qu'on aime bien dire dans les quartiers populaires et certains milieux ruraux que rien ne sort de bon. Nous, ce qu'on veut prouver, c'est que nos élèves issus de ces milieux-là sont capables non seulement d'étudier, mais aussi d'obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur qui leur confère le droit d'entreprendre pendant qu'ils sont à l'école. Bien. On veut aller plus loin. On veut leur permettre de générer du chiffre d'affaires pendant qu'ils sont sur les bancs de l'école. Imaginez. Totalement, c'est innovant. C'est innovant. C'est là où on se démarque et c'est là où on veut marquer quelque chose de fort. Des élèves qui sont à la fois en alternance, donc qui étudient, mais qui, en plus de ça, ont leur projet, ont tout un écosystème autour d'eux. On s'est bâti un écosystème d'incubateurs, d'institutions, de labs philanthropiques qui leur permet d'avoir accès à d'espaces de coworking pendant leur temps libre pour étudier, travailler sur leur projet et créer du chiffre d'affaires, donc générer de la valeur. Si on a des étudiants qui parviennent, ne serait-ce que, je sais pas moi, il y a 100 étudiants qui génèrent 20 000 euros de chiffre d'affaires. Mais on change la narrative. On vient de prouver que c'est possible dans les milieux populaires et les quartiers ruraux, de pouvoir créer de la valeur, payer des impôts par conséquent, et être bénéfique en fait à toute la société avec des projets à impact. Et ça, c'est le défi qu'on se lance pour la rentrée 2024. Alors moi, j'ai une question qui me passe dans l'esprit, c'est que quand tu as eu ce projet-là, bien évidemment, ça demande un suivi administratif, de mettre en place certaines choses. C'est chiant ça. Voilà. En fait, j'aimerais comprendre en fait par quel parcours es-tu passé pour mettre en place physiquement cette école? En France, tout est une question d'administratif. J'ai la grâce d'être entouré des meilleurs parmi les meilleurs et je fais un gros coucou à ma team. D'accord. Sans elles, ce sont des femmes. Mais je ne pourrais pas faire ce que je suis en train de faire là, à l'heure actuelle. Et donc, pour pouvoir lancer une école de commerce, depuis 2018, la loi à venir, l'État français donne la possibilité à quiconque le souhaite et a un projet bien structuré de lancer ce qu'on appelle un CFA. D'accord. Et donc, quand tu lances un CFA, tu dois obtenir une certification qui s'appelle Calliope, qui a 4 périmètres. Et parmi ces 4 périmètres, il y a le périmètre CFA qui te donne accès à l'enseignement supérieur, privé. Ouais. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. On a lancé une initiative privée dans l'enseignement supérieur pour offrir l'opportunité à quiconque veut nous suivre de bénéficier des diplômes que nous lancerons. D'accord. Quand tu veux lancer un diplôme, là aussi, c'est de l'administratif et un peu de communication pour pouvoir attirer les bonnes personnes autour de soi. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une structure solide, à la fois administrativement, reconnue par l'État, et bien évidemment avec un programme sain et une vision qui permet aux gens de se développer et de s'accomplir, qui permet maintenant aux jeunes de nous rejoindre, aux parents de nous faire confiance,
Et nous l'espérons, une fois qu'ils seront tous diplômés, de s'insérer professionnellement, qu'ils créent leur emploi ou qu'ils rejoignent une entreprise. D'accord. Alors, cette école qui propose d'accompagner sur différents piliers, le leadership, l'entrepreneuriat, le coaching, etc. Une personne qui nous suit ce soir, Oui. qui souhaiterait, qui est intéressée par le programme, par l'école, en tout cas toutes les valeurs qu'elle dégage, comment elle peut Nous vous rejoindre, s'inscrire? Comment ça se passe? Très, très simple. En France, pour ceux qui passent leur bac, il y a la plateforme Parcoursup. Vous pouvez nous trouver sur Parcoursup. D'accord. Pour les autres, qui sont déjà en études supérieures et qui n'ont plus accès à la plateforme Parcoursup, et puis même pour ceux qui ont passé leur bac mais qui ne se sont pas inscrits, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet. Même les plus âgés, comme certains, peuvent aussi... T'as jusqu'à 30 ans, ouais, t'as jusqu'à 30 ans. Après, comme on a choisi d'être 100% en alternance, après, il y a des dérogations, il y a des micmacs à faire, on trouvera... Sait-on jamais, il y a des personnes qui veulent se reconvertir et ils se disent « Ah bah tiens, ça me parle. » On trouvera des solutions, on passera en initial, on trouvera des solutions pour cela. Mais pour ceux qui sont en programme, en apprentissage, donc en alternance, après le bac, vous pouvez nous rejoindre. Et il suffit tout simplement de vous rendre sur notre site internet Code Business School. Il y a un bulletin inscription. Sur ce bulletin inscription, vous nous donnez vos coordonnées. Après avoir passé un entretien de qualification et mesuré le projet professionnel, on pourra vous retrouver au sein de notre école. Idem sur nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram. Il y a un lien en bio. Vous pouvez nous retrouver et vous inscrire. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Guy Inchot, qui nous a parlé aujourd'hui du Code Business School, une école, la nouvelle école de commerce située dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Yes. Un des départements qui est quand même un peu stigmatisé, mais dans lequel tu permets de faire sortir des leaders en partageant les codes de la réussite pour tous. Yes, merci. C'est bien beaucoup. Résumé, en tout cas. Là, incroyable. Incroyable. En tout cas, merci pour cette première partie. Merci. N'hésitez pas. Est-ce qu'on peut... Alors, il y a ton site internet, tu peux nous partager. Est-ce qu'il y a une page Instagram également? Page Instagram, réseaux sociaux, Code Business School, Guy Inchot, voilà, pour se retrouver et continuer d'échanger. On a besoin de partenaires aussi pour accueillir nos élèves en alternance. Donc, je lance un appel pour tous ceux qui croient au potentiel de la jeunesse et qui cherchent à l'aider à s'émanciper. Rejoignez-nous et on fera ensemble de très grandes choses, je l'espère. En tout cas, le message est passé. Merci à toi d'être venu dans l'émission et on continuera de te suivre. Et puis, n'hésite pas aussi à nous partager les nouveautés. Oui. Et quand est-ce que le CAP sera déjà... Septembre 2024. Ah bah voilà, septembre 2024. On relancera en tout cas l'information pour que les gens puissent s'inscrire. Yes. Donc voilà pour la première partie. Nous allons faire une pause avec toutes les idées sorties, les informations, l'agenda culturel en France et à l'international. Et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie avec notre deuxième invité. À tout de suite. On commence les idées sorties d'Africa Première avec le concert de l'artiste Charlotte Dipanda qui se tiendra à Paris le vendredi 12 avril 2024 à partir de 20h dans la salle mythique Les Folies Bergères. Cette chanteuse camerounaise qui est une véritable icône africaine du chant et de la guitare captivera son public avec des performances vraiment mémorables lors de cet événement. Alors n'hésitez pas, procurez-vous vos billets sur toutes les plateformes existantes. On continue avec l'événement The Défilé de l'association Wax Fashion qui se tiendra le samedi 13 avril prochain. Cet événement qui rassemble les plus grands noms de l'industrie de la mode, notamment des stylistes, des designers, des mannequins et des célébrités, en tout cas tous les acteurs qui influent l'industrie. C'est un événement qui attend pas moins de 500 participants. Ce sera du côté du Ritz Plaza au 61 rue Saint-André à Bobigny. Un rendez-vous pour une soirée de défilé d'exception suivi d'un moment de DJ set avec DJ Mix Party et avec tous les mannequins et influenceurs de Paris. On termine cette session agenda de Africa Première avec tous ces événements, avec le concert mythique de l'artiste Ferregola qui se produira du côté de l'Adidas Arena le 20 et 21 avril prochain. Avec plus de 25 années de carrière musicale, il est une véritable icône de la rumba congolaise et fervent ambassadeur de la culture africaine. C'est à l'Adidas Arena que le padre donne rendez-vous aux amoureux de la rumba congolaise pour un concert exceptionnel. Alors les places pour le 20 avril étant déjà sold out, il reste encore des places pour le concert du 21 avril. Alors c'est tout pour les idées sorties d'Africa Première.
Alors, merci d'avoir suivi à l'instant les idées sorties. N'oubliez pas toujours de prendre de quoi noter, que ce soit vos smartphones ou encore les calepins, comme je dirais un peu à l'ancienne, pour ne rater aucune des idées sorties que l'on peut faire entre amis ou en famille. Je remercie également Guy Inchot, qui est le directeur de l'école Code Business School, qui nous a présenté son projet. Et on continue cette deuxième partie en musique avec l'artiste, cette belle femme qui nous accompagnera toute cette deuxième partie que j'appelle Isa. Bonjour Isa. Salut Gladys, comment tu vas? Moi je vais bien, je suis ravie de te recevoir sur ce plateau. Très ravie d'être là aussi. D'Africa Première. Alors je vais parler un petit peu de toi et puis on va essayer de te connaître. Okay. Connaître en tout cas ta musique, ce que tu fais, et tu nous réserves une belle petite surprise. Exactement. Une session live, la première d'Africa Première. En tout cas c'est toi qui ouvres le... C'est la première, waouh, c'est toi qui ouvres le bal. Faut pas qu'on se loupe là. Alors Eloïcha, on t'appelait comme ça avant. Exactement. Mais maintenant, ça y est, tu deviens officiellement Isa. Tu es une artiste pop urbaine et tu as été élevée dans un environnement musical et on va découvrir le pourquoi. Grâce à ton frère qui lui était passionné aussi de hip-hop. Totalement. En tout cas, de ce genre musical, et tu as eu différentes influences qui vont de la variété française à la musique africaine. Tels que différents artistes. On pense aussi à Mary J. Blige, Beyoncé. Complètement. Ouais. Parle-nous un petit peu de tout ça, Isa. J'ai du mal, mais on va y arriver. Je comprends, mais tu sais... Alors, je précise quand même que voilà, en fait, je fais la transition tout doucement. Mm-hmm. On m'a connue sous Eloïcha et en fait, j'ai sorti tous les morceaux sous Eloïcha Isa. Mm-hmm. Parce que tout doucement, en fait, je vais faire la comment dire, la transition, comme la transition vers le Isa. Donc là, mes morceaux sont trouvables sur Eloïcha Isa. Là, je le précise, voilà. Okay. Alors, mon univers musical, c'est vrai que j'ai grandi vraiment dans une famille mélomane. Mm-hmm. Ma mère africaine, donc ivoirienne, qui nous a élevés vraiment sur du Alpha Blondy, sur du Monique Seka. Après, j'écoutais aussi beaucoup de Olivier Ngoma, voilà, toutes ces musiques-là, du Meway, Magic System, et pas Premier Gaou, le vrai Magic System. Le vrai, les garagistes, Espoir 2000, enfin, tu vois, tous ces artistes. Et après, la musique la musique française, parce que j'ai un père qui était fan de Francis Cabrel. Donc moi, j'ai saigné l'album de Francis Cabrel. Voilà, je t'aimerais, La cabane du pêcheur. Enfin voilà, donc c'est vrai que je suis assez éclectique. Mm-hmm. Et après, je suis une enfant du R&B aussi, donc voilà, c'est tout ça qui a forgé un petit peu mon univers musical après. Mais alors, on aimerait savoir, Eloïcha Isa, maintenant, comment tu as grandi en fait? Comment on pouvait te définir à ce moment-là par tes parents, tes frères, ta famille? Comment tu as grandi en tant que personne? Je suis issue d'une fratrie de 3 enfants et moi, je suis celle du milieu. Il y a 6 ans d'écart entre nous. Mm-hmm. Et donc, moi, je suis celle qui est vraiment proche des deux. Et j'ai toujours été la petite... entre guillemets, la petite star de la famille, en fait. D'accord. Voilà, c'est que, en fait, toute petite, déjà, j'avais la poupée Starla. Je sais pas si tu te souviens. Si. Alors là, franchement, ça, c'est petit clin d'œil. Je dirais pas aux anciens, parce qu'on n'est pas vieille quand même. Non, on n'est pas vieille. Mais poupée Starla. J'avais la poupée Starla, je m'identifiais la poupée Starla. Donc, je voulais le micro de Starla. Oui. Et je chantais. Je chantais devant mes parents. À l'école, déjà, je chantais. Mm-hmm. Je me souviens que j'étais en CP. Et je prenais le micro en cours de récré pour dire venez me voir chanter, il y a un concert à 10h30, c'est moi, machin. Voilà, j'ai toujours été très habitée et j'ai toujours voulu chanter en fait. Mm-hmm. Ça a toujours été un truc en moi quoi. Ouais. Et comment s'est fait le déclic? À quel moment s'est fait le déclic de je kiffe la musique, je kiffe chanter, se professionnaliser, entre guillemets. De rentrer vraiment dans le professionnalisme de la musique. Je vais quand même être honnête, c'est mon frère qui m'a quand même aidé à me professionnaliser parce qu'en fait, lui, il était rappeur amateur et en fait, il avait, dans le garage des parents, créé un studio d'enregistrement. Donc moi, j'étais la petite qui se baladait comme ça dans le studio, une petite souris un petit peu, j'écoutais ce qui se faisait. J'essayais de m'enregistrer aussi avec le dictaphone de mon frère. Ouais. Je volais ses cassettes, à l'époque, c'était les cassettes, c'est les phases B. Oui, et en fait, j'écrivais mes textes et tout. Donc mon premier texte, c'était sur Capone and Norega, Invincible. D'accord. Donc voilà, j'ai écrit mon premier son dessus, aussi sur le son 1130, Loi contre le racisme. Je kiffais ce rap, je kiffais ce son, d'avoir tous les rappeurs un petit peu de l'époque mélangés comme ça pour une cause et tout. Et donc moi, j'ai essayé d'écrire mes 16 mesures aussi. Et voilà, c'est ça qui m'a un petit peu forgée dans l'écriture, dans le chant, dans le rap aussi. Ouais. Et voilà.
En tout cas, un beau parcours. Alors, tu vas me parler de cette expérience-là où, à l'âge de 8 ans, tu remportes un concours, ton premier, Ouais. en interprétant cette chanson. Je pense que voilà, tous ceux C'est qui ont notre vécu chanson. cette époque-là la c'est- connaissent encore par cœur jusqu'à aujourd'hui. Et Cette chanson de Céline Dion. Et si on vous dit pour que, Que tu m'aimes encore. Eh oui, oui. C'est Raconte-nous ça. comment tu as vécu cette expérience. Alors, une belle expérience parce que, je sais pas si tu te souviens, à l'ancienne, t'as vu, je suis beaucoup dans les back to. Ouais. Session nostalgique, tu me diras. C'est exactement. Il y avait le single qui se vendait à l'époque, les CD, hein. Oui, les CD, Pour ouais. que tu m'aimes encore de Céline Dion. Et t'avais la partie 1, donc l'original, et le 2, l'instrumental, avec les paroles. Ah oui. Donc, moi, je chantais ça matin, Et puis, midi, tu avais aussi soir. les Star Club aussi. Et t'avais voilà, exactement, avec toutes les paroles. Voilà. Et du coup, bah, en fait, moi, il y avait un concours de chant, je me suis inscrite et j'ai chanté ça sans prétention aucune. Et j'ai eu la chance de remporter ce premier concours à 8 ans, voilà. Et Je sais même puis, plus quel concours c'était, mais je sais que je l'ai gagné. Et puis voilà. depuis, C'est dans voilà, le on sud. t'arrête plus. Et puis tu fais tes premières apparitions lors d'un festival dans ta ville ainsi natale. C'est ça. Tu as été repérée par Willy Denzé. Ouais, alors Raconte. moi j'ai grandi dans le 77 à Savigny-le-Temple et j'étais en cours à Melun et j'étais dans un grand lycée, le lycée Léonard de Vinci et en fait il y avait énormément d'artistes, donc beaucoup d'artistes en fait qui ont émergé de tout ça. Il y avait Freddie Evans à l'époque qui était produit par Matthew Stone, il y avait Jean-Claude Moika aussi, humoriste. Et en fait on était un crew comme ça de chanteurs, il y avait Nedjim aussi, Mentala, enfin voilà et en fait on avait notre crew. Et en fait, on faisait les MJC, tous les concours de la ville, tous les trucs et tout. Et donc, moi, c'est vrai que je me produisais beaucoup avec ce crew-là. Et en fait, j'ai été repérée par Willy Denzé pour faire sa première partie au Met-sur-Scène dans une salle qui s'appelle Le Mas. Donc voilà. Et de ce concours-là, j'ai intégré un casting parisien qui s'appelait R&B Battle. Ouais. Donc là, c'était des filles de partout dans la France. C'était organisé par Endemol, Universal Music et Yahoo à l'époque. Ouais. Et donc, je suis arrivée en demi-finale. On était plus de 15 000 et à la fin, je suis arrivée en demi-finale. Voilà. En tout cas, c'était un parcours, si tu le vois bien, très prometteur. Mais quel a été le retour maintenant de ta famille, de ton entourage? Parce que très vite, bon, bah, tu commences la Ouais. musique, tu as le talent qui est là, parce Ouais. qu'on voit que voilà, tu remportes quand même différents concours. Mais la famille dans tout ça, les parents, Alors, les frères, les copains moi, j'ai même, toujours ouais. été élevée donc dans la musique et j'ai eu la chance d'avoir une famille qui ont toujours cru en moi. Ma mère, en fait, j'étais sa petite poupée de façon très clairement, j'étais sa première fille, donc j'étais sa poupée. Et ma mère qui chantait un petit peu aussi au bled m'a forcément encouragée dans ce sens-là. Après, mon père était peut-être un peu plus porté sur les études, voilà, parce que j'étais pas nulle non plus à l'école. D'accord. Mais c'est vrai que j'avais des facilités. Mais le fait d'être vraiment dans la musique m'a détourné, si tu veux, du droit chemin, de pouvoir faire un bac plus 8. Voilà, donc non, je n'ai eu que le bac plus 2, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Et en plus par correspondance, mais bon, ça c'est encore autre chose. Et du coup, non, j'ai quand même vachement été soutenue. Notamment quand j'ai fait la Star Academy, ils étaient là pour moi. Voilà. Ouais. Parlons de cette expérience avec la Star Academy, puisque on le voit maintenant, ils sont revenus, Ouais, ils sont venus ouais. avec. Alors nouvelle franchement, c'est saison. cool, c'est autre chose. Ouais. C'est un autre J'aurais même monde. préféré presque que ça change de nom parce que je trouve que c'est une Star Academy qui n'est pas ramenée comme la nôtre. En fait, ils n'ont pas eu la chance d'avoir, nous, les artistes prestige que nous, on a eu. Moi, j'ai eu Beyoncé, j'ai eu Rihanna, j'ai eu Puff Daddy, j'ai eu Pink, j'ai eu John Legend. Enfin, voilà, j'ai eu comme parrain Lionel Richie, Yannick Noah. C'était tout de suite impressionnant. Moi, j'étais très jeune. Et c'est vrai que se retrouver comme ça, propulsé à la télé, devant des millions de téléspectateurs, c'était un truc assez fou. Et d'avoir le privilège, cette chance incroyable de pouvoir se retrouver à chanter en duo avec des artistes Oui, de renom. de renommée comme ça, c'était quelque chose d'incroyable. Et alors, c'était une expérience que j'ai bien vécue, mais il y a quand même une espèce d'ambivalence. C'est-à-dire que j'ai kiffé me retrouver comme ça, propulsée à la Ouais. télé, à chanter avec des artistes, à prendre de la graine, en fait, à apprendre à me professionnaliser. Mais d'un côté, j'étais si jeune que se retrouver comme ça en compétition, avec des personnes qui avaient beaucoup plus de bagages que moi, Ouais. qui vivaient déjà de la musique pour certains, qui faisaient des soirées privées, enfin de l'événementiel dans la musique. Et moi, tu te retrouves, tu faisais que des petits concours de ta ville. C'est vrai que c'est tout de suite un petit peu déstabilisant parce que tu te retrouves dans un truc où finalement tu te fais vite manger, même si j'avais déjà du tempérament, mais tu te fais vite manger quand même. Donc, en fait, si tu veux, cette expérience m'a apporté 10 ans d'âge.
D'accord, d'un seul coup, voilà. En fait, de cette expérience-là, tout de suite, ma vie a pris un autre tournant. Mais en tout et pour tout, c'est-à-dire que déjà, quand tu passes à la télé et que tu sors de là, ben, tes amis ne te voient plus pareil. Tes camarades de classe ne te voient plus pareil. Même les profs ne te voient plus pareil. De la même manière. Et en fait, je me suis retrouvée tout de suite à avoir un entourage un peu plus mûr. Et donc, à devenir beaucoup plus femme. Et j'ai dû me forger parce que quand tu sors de ça, il y a quand même le contrepartie, en fait. C'est-à-dire que tu as des haineux, en fait. Moi, j'étais dans un lycée en milieu de quartier. Il y a des filles qui ont voulu me taper, etc. Ah oui, Enfin, j'ai vécu des trucs un peu hard de ce côté-là. Donc, j'ai dû me forger. Il y a la maison de mes parents qui a été incendiée. Enfin, voilà. J'ai quand même ce côté un peu sombre de l'après-Star Academy, où en fait, tu te retrouves comme ça devant les feux des projecteurs. Et une fois que tu sors de tout ça, en fait, on te laisse un peu dans la nature. Surtout quand tu sors dans les premiers comme ça. Enfin, et du coup, c'était un peu dur. C'était un peu dur. Moi, j'étais en première. Je suis retournée au lycée 3 mois après, malgré mon passage à la télé, parce que pour moi, rien n'avait changé. Sauf qu'en fait, une fois au lycée, je me suis rendu compte, non, en fait, t'es une star aux yeux des gens. Pour moi, non, j'étais la même. Mais donc, j'ai dû arrêter les cours. J'ai dû passer mon bac en candidat libre. Enfin, j'ai dû passer mon bac en candidat libre que j'ai eu, Dieu merci. Et j'ai continué après mes études aussi, comme je te disais, par correspondance, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, de cette exposition-là, je ne pouvais plus vivre comme tout le monde. Après, quand on m'entend parler comme ça paraît peut-être un peu hautain, mais en fait, non, parce que moi, si c'était un choix, moi, je serais restée en cours comme tout le monde, parce que déjà, c'est beaucoup plus facile de suivre les cours comme ça. Et en fait, non, c'est parce que j'ai vraiment eu des trucs, voilà, très clairement, j'ai eu 2 agressions suite à ces émissions-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'essaye de sensibiliser aussi les jeunes qui veulent percer dans la musique et qui veulent passer par ces plateformes. Par ces plateformes-là, par ces émissions de télécrochet. En fait, c'est très, très bien, mais quand on est jeune et qu'on n'est pas encore armé, franchement, vaut mieux prendre le temps. Ou du moins, faut réfléchir à 2 fois et être très bien entouré. D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça a un petit peu changé? Est-ce qu'il y a un peu plus d'accompagnement? Parce que là, alors, tu nous partages ton recul. histoire, mais t'en as d'autres, pas forcément de la musique, mais je pense à François Xavier. Je suis pas un cas isolé. Je suis pas exactement. Je suis pas un cas isolé. J'ai des amis qui sont tombés en dépression, qui ont complètement arrêté la musique, parce qu'en fait, quand tu rentres dans ces trucs-là, tu te dis ça y est, c'est Universal, c'est en démol, c'est TF1, tout de suite je vais devenir une star, même si je suis pas arrivée en finale. Non, en fait. En fait, ces émissions-là, effectivement, sont des tremplins. Puis il faut pas oublier que ces émissions-là sont des jeux, en fait. Ça reste des jeux. Donc, en fait, un jeu, t'as un perdant, t'as des gagnants. Là, pour le coup, t'as des cours. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, t'es gagnant, pour moi. Et quelque part, t'es gagnant, puisque voilà, t'as des cours que t'aurais pas pu te payer autrement. Voilà. Bien sûr. Mais, si tu veux, ça reste dangereux. Et alors, j'ai pas le recul nécessaire pour les émissions d'aujourd'hui. Mais je trouve qu'avec tous ceux que je vois aujourd'hui qui ne vivent plus de la musique parce qu'ils ont été dégoûtés, je trouve qu'il faut vraiment se mettre en tête que c'est un tremplin et qu'après, ça se fait sur le terrain. Ça se fait sur le terrain, il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut se faire connaître, il faut faire des scènes. Moi, après, je suis retournée sur Paris. J'ai fait des scènes comme tout le monde, comme une petite artiste qui avait tout à apprendre, parce que j'avais tout à apprendre, même si j'avais ce potentiel et que voilà. Mais quelque part, voilà, moi, la première scène que j'ai faite parisienne, c'était dans une péniche qui s'appelle le Bauer 2. Ils organisaient des événements soul à l'époque. Et moi, je suis venue chanter 2 compos et des reprises. Et en fait, je me suis fait huer parce que je venais de la Star Academy. Et j'étais toute jeune, quoi. Et c'était violent. Et en fait, comme j'avais quand même un petit peu de caractère, j'ai laissé les gens huer. J'ai dit, vous inquiétez pas, j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Je me rappelle avec ma petite voix, là. Et après, j'ai chanté du Alicia Keys, machin, des trucs. Et les gens m'ont dit, désolé, on savait pas que tu chantais comme ça. Parce qu'en plus, quand tu es dans la Star Academy, on te fait chanter des trucs que tu ne décides pas, que tu ne choisis pas, et qui te mettent pas forcément en valeur tout le temps. Bon, voilà, même si je ne cracherai jamais dans la soupe, c'était une expérience formidable, et je pense que, mine de rien, si j'avais peut-être pas fait cette émission-là, peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui, peut-être que je serais pas la femme que je suis devenue. Ça fait partie de mon parcours, et ça fait partie de mes fiertés, aussi de mes combats. Voilà. En tout cas, c'est une très belle expérience, et c'est bien de pouvoir sensibiliser, en tout cas, la jeunesse, que beaucoup, en fait, ont des idées arrêtées. Oui. Ont des idées arrêtées sur les téléréalités et se disent, je vais forcément devenir une star, mais
On a entendu et on a vu beaucoup de cas de personnes qui, eux, ont sombré, malheureusement, oui. au point même d'en perdre la vie. Hein. J'ai fait mention de François Xavier tout tragique. à l'heure. Et ont du mal forcément à s'en sortir. Donc, c'est bien de pouvoir le rappeler. Faut le rappeler. Voilà, on va pas en faire un tableau sombre non plus, mais c'est vrai qu'il faut sensibiliser. Alors, tu nous as partagé ton expérience avec la Star Academy. Yes. Tu évolues, puis à un moment donné, tu fais une pause. Oui. Enfin, tu fais une pause. Pourquoi as-tu eu ce temps de pause, en fait? Parce que tu quittes la Starac, tu avais quoi? Tu étais à 18 ans? 19 ans, 18 ans. Et en fait, alors, ce temps de pause, parce qu'en fait, beaucoup de médiatisation, beaucoup de propositions, j'avoue, mais un peu seule et ne sachant pas distinguer l'or du toc. Ouais. C'est-à-dire qu'entre les managers, producteurs oui, mais je t'aime bien, et puis en fait, tu sais que t'es bien foutu. Tu vois, 3 points de suspension, tu vois le délire. Voilà. Alors, il y a une pause. Après, j'ai rencontré un producteur 2 ans après qui s'appelle Cliff Mensa. Et en fait, on est parti après sur un projet beaucoup plus zouk R&B. D'accord. Et en fait, j'ai sorti en 2009 le morceau Viens dans mes bras. C'est un morceau zouk qui a beaucoup tourné et qui est passé en boucle sur Énergie Anti, etc., qui a fait pas mal de buzz à l'époque. Et après, voilà, j'étais une artiste très indécise. Et en fait, je sais que si j'avais continué dans cette voie-là, j'aurais été peut-être une artiste de zouk depuis déjà 10 ans. Ouais. Tu vois, sauf que moi, venant quand même du hip-hop et du R&B, à l'époque, j'avais dit à Cliff, ça devait être juste un morceau pour une compile qui s'appelait Zouk in Love à l'époque. Zouk in Love, c'était quelque chose, Passion Zouk, Zouk in Love. Le morceau avait vraiment pris, il passait en boîte, enfin voilà, tout. Et il m'a dit, écoute, on va à Miami, on va tourner, le clip Vient dans mes bras. Et là, embrouille. Cliff et moi, embrouille. Ah. Voilà. Pour d'autres choses, mais aujourd'hui, tout va bien entre Cliff et moi, il n'y a pas de souci. Sauf que, embrouille parce que moi, je voulais clipper un autre morceau qui était R&B. Lui, il me dit, non, il y a du buzz sur Viens dans mes bras. Même si tu veux pas buzzer sur du zouk, viens, on fait le clip là où il y a du buzz. Et après, tout doucement, tu pourras imposer tes trucs. Sauf que quand t'es jeune comme ça, t'écoutes pas quand on te parle. T'écoutes pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, alors je dirais pas que c'est un regret parce que ce qui est fait est fait. Ouais. Mais donc, je ne l'ai pas écouté. Donc, on n'a même pas clippé du tout là-bas parce qu'on s'est pris la tête. Ouais. mais du coup, voilà, du coup, je suis passée à côté de ce buzz-là qui commençait à naître parce que je ne voulais pas être une artiste de zouk. Parce que je trouvais... Faut vraiment que je fasse attention à ce que je vais dire là. Je suis en train de me rendre compte de ça. Non, en fait, si tu veux... voilà, j'étais tellement dans cet ADN-là de R&B que je trouvais ça dommage de me mettre que dans du zouk. Tu vois, pour moi, c'était trop la facilité à l'époque. Ouais, c'était trop fermé aussi. C'était trop fermé. Je trouvais que c'était un milieu... C'était pas comme aujourd'hui. En fait, tout le monde écoute ça. Ouais. Et en fait, ça aurait été vraiment... ouais, voilà, c'était... Je me suis dit, non, après, je vais me mettre que dans la communauté afro-antillaise alors que moi, j'ai envie de chanter pour tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, je reviens à mes bases et je sais qu'aujourd'hui, tout le monde écoute toutes les influences, même les rappeurs rappent sur du zouk. Tu vois, quelque part. Bien sûr. Même si certains font du déni, tous nos sons aujourd'hui sont afro-zouk. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que ça va de soi qu'aujourd'hui... je revienne un petit peu à ma base et quand on me demande ce que je fais, bah, je réponds avec fierté, ouais, je fais de l'afro-zouk. Voilà, avec toutes les influences pop urbaines, bien évidemment. En 1 minute, que penses-tu de la position, parce qu'on est, on est au mois de mars, la position de la femme dans l'industrie musicale? En 1 minute, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'on est encore dans le statu quo? Alors, je trouve que quand même, le statut de la femme a évolué depuis 10 ans. Je trouve que déjà, ne serait-ce que grâce, je ne sais pas si on peut dire grâce, mais ne serait-ce que la femme noire dans l'industrie musicale, je trouve que Aya Nakamura, par exemple, ça a ouvert beaucoup de portes aux femmes noires dans la musique. Parce qu'après, il y a eu Ronicia, qui a son succès aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins sur un truc sectorisé, en fait. Ouais. C'est que je trouve que la musique est vraiment ouverte à tout le monde. Je trouve qu'on peut plus parler forcément de quotas dans la musique, en fait. Et en dehors de ça, même au-delà de parler de la femme, je trouve qu'on a une belle avancée parce qu'on n'est plus non plus sur ce dictat de mode et de physique. Je trouve qu'aujourd'hui, on n'est plus sur un truc de genre, ouais, faut avoir moins de 25 ans, faut faire du 36, faut être blonde aux yeux bleus. Non. C'est fini tout ça. Regarde, même quand tu vois une artiste comme Libyanka. Oui. Qui est en bon point et très belle comme elle est. Ou même une Iseult, pour sortir forcément de la musique
Afrozouk, mais t'as une Iseult qui est magnifique comme elle est, tu vois, et hashtag body positive, en fait. Exactement, exactement. Voilà. Alors, on va faire une petite pause. On va découvrir le clip J'irai et on se retrouve tout de suite après pour découvrir toute ton actualité. J'irai avec Eloïcha Isa, du coup, à l'époque. J'irai, 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 j'irai au bout du monde. J'irai, 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 j'irai au bout. Hey, j'irai, 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 j'irai au bout du monde. J'irai, 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 j'irai au bout. Hey, j'irai loin d'ici ou loin de là. Une envie de prendre le large. J'irai loin de vos discours de lâches, me noyer dans les nuages. Même si les mots sont durs, je peux les raturer. Les coups et les blessures ne vont pas me tuer. C'est ma vie, mon univers, ma destinée. J'irai, 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 j'irai au bout du monde. J'irai, 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 j'irai au bout. Hey, j'irai, 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 j'irai au bout du monde. J'irai, 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 j'irai au bout. Hey, j'irai là où personne ne m'attend, loin du temps. J'ai plus de frontières le temps que je rappe. J'ai le temps de me ranger, côtoyer les anges et partir loin d'ici avant que je ne dérape. Je veux voir des images, des milliers, des mirages, voir les étoiles du dernier étage. Évitant les orages, tous vos plans à l'arrache. Je veux garder le contrôle de ma vie, mon univers, ma destinée. J'irai, 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 j'irai au bout du monde. Alors, on vient de suivre J'irai. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ce projet avant de voir Alors, toute ton J'irai, actualité? c'est un titre que j'ai enregistré il y a 2 ans, qui devait apparaître dans mon EP intemporel. EP que je n'ai pas sorti finalement parce que j'ai sorti plein de singles comme ça. Et en fait, c'était un morceau que j'ai écrit dans une période de doute un peu. Ouais. Tu sais, quand tu décides de te remettre un peu dans un projet, de sortir ton propre bébé, Ouais. et que finalement, tu es un peu mélangé entre tout ce qu'on disait, toutes mes influences, et que tu es un peu dans un doute parce que on est quand même dans un univers, tu parlais des femmes, dans ce monde-là, où on te dit, ouais, mais peut-être que ton temps est passé. Voilà, faut te dire les choses. Peut-être que ton temps est passé, Lo. Peut-être que tu as loupé un train. Peut-être que tu fais pas assez, peut-être que tu fais pas du 36. Peut-être que, enfin, voilà. Ou peut-être que t'es métisse, donc t'es ni blanche ni noire, donc on sait pas où te mettre. Enfin, plein de trucs comme ça. Tu sais, quand tu veux avancer, faire tes propres projets, même toi, enfin, dans tous les domaines, il y aura toujours des détracteurs. Exactement. Donc, en fait, j'étais quand même dans une période de doute. Et j'ai écrit ce morceau, j'irai, parce qu'en fait, je voulais écrire quand même un message accessible à tous, mais un message un petit peu d'encouragement. Pour dire qu'en fait, peu importe les mots MOT et S et les mots MAUX, Ouais. peu importe ce que certains peuvent penser ou dire, moi, je sais que je suis une battante. Et en dehors même d'être une battante, je sais qu'on a chacun une mission sur Terre. Et la mienne est de transmettre l'amour et la paix à travers la musique. Et de toute façon, c'est ce que je sais faire de mieux. Voilà. Alors, il y aura toujours meilleur ou moins, ou je ne sais quoi. Mais en fait, je suis pas là pour être meilleure ou je ne sais pas. Je suis là pour être moi, pour donner de la voix. D'accord. Et en fait, voilà, ce j'irai, c'est pour dire, voilà, j'irai au bout du monde. J'irai au bout de mes ambitions, de mes objectifs. Peu importe ce que certains peuvent dire. De toute façon, je suis là pour vous apporter de l'amour. Donc, que vous soyez content ou pas, je suis là-haut. Elle est là. Je suis là-haut. Isa est là. Alors Isa, on va clôturer du coup cette émission. Parle-nous un petit peu en 1 minute de ton actualité. Alors, mon actualité, donc j'ai sorti le titre « Tombe pas pour moi » D'accord. le 22 février, qui commence à rentrer un petit peu en radio, etc. Voilà, là, je chante au Salon du Livre bientôt. Et voilà, et donc là aussi, il y a plein de festivals qui commencent à s'ouvrir à nous, plein de petites dates. Donc voilà, plein de belles choses. En tout cas, merci Isa d'être venue partager ton expérience. Et on va clôturer du coup cette émission avec cette belle session live. Mais avant cela, je tiens à remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet Africa Première. Sans vous, justement,
cette émission n'existerait pas. On remercie toute la direction de ces directs, Monsieur Judicaël Moussirou, qui nous accompagne dans ce projet. Et en tout cas, on va te laisser nous cantonner quelques notes pour clôturer cette émission. Donc, je vais inviter du coup le Alex guitariste Jazz. voilà, à prendre place. Le grand. Et session live dans Africa Première. IZ. Je vais pas te mentir, je suis condamnée. Faut pas m'aimer, j'ai plus d'amour à donner. Il me reste que la haine, pas envie d'en parler. Il est 5 heures, je dois filer. Tu veux goûter le miel, tout va tourner au vinaigre. Je t'emmène au 7e ciel, mais je vais brûler tes ailes. Tombe pas pour moi, bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Tombe pas pour moi, bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Tu ne peux plus m'oublier, tu penses à moi, je ne pense qu'à jouer. À lui je suis liée, et à plus de place, je pense à lui mais c'est plié. Je suis brisée, pose pas de questions. Sous les draps tu as la pression. Je t'aime pas même si je donne l'impression. Mais pardonne-moi cette position. Tombe pas pour moi, bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Tombe pas pour moi, bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Je veux pas ton cœur ne tombe pas pour moi. Je veux que ton corps ne tombe pas pour moi. Je veux pas ton cœur ne tombe pas pour moi. Je veux que ton corps ne tombe pas pour moi. Je veux pas ton cœur ne tombe pas pour moi. Je veux que ton corps. Je veux pas ton cœur ne tombe pas pour moi. Je veux que ton corps. Je veux que ton corps. Tombe pas pour moi. Bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Tombe pas pour moi, bébé, tu vas te faire mal. T'es tombée amoureuse, s'il te plaît, relève-toi. Yes! Rendez-vous vendredi prochain avec de nouvelles pépites sur Africa Première.